Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Modern Talk. Et comme vous le voyez, on est nombreux autour de la table, mais il faut dire que le sujet nécessitait beaucoup de points de vue. On a ce soir avec nous Fabrice Eppelboin. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir ou bonjour, enfin oui, comme on veut. Habitué du monde moderne, merci d'être avec nous. Momochi. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Vous voulez perdre 100 points de crédit social? Oui, on a l'habitude. JBG. Bonsoir. Citoyen engagé qu'on peut croiser sur X, notamment qui s'est engagé suite à cette censure des réseaux sociaux, mais aussi à l'époque contre Adopi, on en parlera peut-être ce soir également. Et puis, je ne le présente pas, bien sûr, avocat honoraire, maître Régis de Castelnau. Bonsoir. Moi, je n'étais pas prévu au départ. Je suis passé dans la rue, j'ai vu de la lumière. Ouais. C'est selon la bonne expression. Et on s'est dit, bon, allez, hop, on a besoin d'un juriste. Quel juriste approximatif. C'est toujours utile. On verra. Alors, comme je l'ai dit, on va parler de cette fameuse loi en préparation de censure, de contrôle de l'âge sur les réseaux sociaux, de contrôle de l'identité de tout le monde sur les réseaux sociaux, ou d'interdiction des plateformes et réseaux sociaux aux mineurs, mais on ne sait même pas quelle plateforme, ni comment, ni quoi. Qui veut commencer? On sait quelle plateforme? Tous les réseaux sociaux, en dehors, les messageries chiffrées ne sont pas concernées. Donc TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube, YouTube, je suis pas sûr. Tu vois, voilà, on ne sait pas. C'est ça. Il y a comme des la partie communautaire. Twitch, on ne sait pas. C'est ça. T'as raison, il y a des trucs. En tout cas, le principe est simple. Il va falloir que d'une façon ou d'une autre, d'ici le 1er janvier de l'année prochaine, tu prouves que tu as ta majorité numérique, plus de 15 ans. Ouais. Et il y a... Ce que vous avez tous autour de la table ce soir. Voilà. Oui. Sauf moi. Mais il y a une pléthore de méthodes pour prouver ça qui vont de la plus fantaisie, genre le selfie. Ouais. Le selfie, c'est ce qui a été utilisé pour les sites porno, parce que c'est très peu cher et ça marche extrêmement bien. Typiquement, sur vous trois, ça marcherait nickel. Par contre, si tu as 18 ans et 3 jours, alors là, par contre, il y a une marge d'erreur considérable. Donc, ça génère énormément de frustration. Et si on appliquait ce genre de méthode pour les réseaux sociaux, ça générait énormément de mécontentement de plein de... Donc, c'est pas vers ça. Justement, il y a la question de la faisabilité. L'Australie l'a mis en place avant nous. Il n'y a aucun souci de faisabilité. On peut bricoler une méthode, on peut construire une méthode sur la base de ta vraie identité civile fournie par France Identité, qui est grosso modo ta carte d'identité. Donc l'État a ton identité, c'est normal, c'est l'État. Il la gère à travers un truc qu'on appelle France Identité, et France Identité est parfaitement capable de dire cette personne est majeure. Et on peut tout à fait bricoler un système qui permette, de façon très propre d'un point de vue informatique, de juste dire au réseau social, cette personne est majeure, il peut reprendre possession de son compte, et rien d'autre. Le problème, c'est que ça ouvre la voie, c'est un nudge, pour réutiliser plus tard le même service de France Identité pour associer ton compte et ton identité civile. C'est là où cette validation de majorité est vraiment un nudge qui permet d'introduire France Identité dans ton quotidien déjà, ce qu'on a mis, ce que ça n'a pas été présenté comme ça dans la loi. Quand on a présenté le fait de demander aux mineurs de prouver leur âge, effectivement, tous les Français sont obligés de mettre leur carte d'identité pour accéder aux réseaux sociaux. Non, de prouver leur âge, pas leur carte d'identité. La méthode est laissée au la libre choix des plateformes. La méthode est laissée. Les plateformes vont chercher les méthodes la plus efficace et la moins effectivement, il y a des questions de coût. Et donc France Identité. Et donc France Identité, qui, elle, pour le coup, a notre identité. Oui, mais tu ne donnes pas ta carte, elle l'a déjà. Subtile nuance. Si tu es inscrit dessus. Si tu l'as, déjà. Tous les citoyens français sont sur France Identité. Il y a des gens qui sont en France, mais qui ne sont pas français. Alors il y a des déserts numériques. Des clandestins. Mais les déserts numériques, ils n'ont pas les réseaux sociaux, donc ça règle le problème. Mais effectivement, un clandestin en France n'a pas de référence. J'ai une question sur France Identité dont je me sers. Comme tout le monde. Bien sûr, mais pour accéder à tous les sites avec lesquels les impôts, l'URSSAF, et donc tous les Français, même les Français mineurs qui n'ont pas de compte à l'URSSAF, qui n'ont pas de compte. L'État gère l'identité de ses citoyens, et y compris des gens qui sont étrangers résidant en France. Effectivement, pour des migrants sans papier, là, non. Mais pour un étranger résidant en France avec une carte de séjour, ou un Français qui vit en France et qui est citoyen français, évidemment que l'État a nos identités. C'est son boulot. J'aimerais bien juste faire un petit pas de recul parce qu'on est en train de discuter de la solution technique comme si tout était absolument tranquille et accepté, mais le principe de base, je suis complètement contre sur le fait, est-ce qu'il faut simplement devoir donner son identité pour utiliser un outil sur Internet? Le principe même de la liberté est complètement la bonne question, c'est que comme ils ont décidé à le faire,
qu'on a affaire à un pouvoir liberticide. Ouais. Je suis en désaccord avec Fabrice Epelboin sur la qualification de fascisme. Moi, j'appelle ça du fascisme déjà là, sans être du fascisme. On a encore beaucoup de marge. Oui, bien sûr. C'est effectivement, lorsqu'on nous annonce qu'ils vont mettre en œuvre, là sur ce point, mais il y en a d'autres, ils vont mettre en œuvre une mesure attentatoire aux libertés fondamentales. Comment vont-ils le faire, quoi? Sur la majorité, juste, hein. Parce qu'il n'y a pas vraiment de mesure attentatoire. Oui, le droit des enfants, éventuellement, tu peux l'attaquer comme ça. Mais il y a quand même un petit consensus scientifique, pas aussi dramatique que le raconter politique, mais c'est sûr que c'est pas bon pour les enfants de scroller à l'infini, et que interdire les réseaux sociaux aux enfants, ça se défend. Non, mais le problème, c'est que c'est un prétexte. Les réseaux sociaux c'est un prétexte. Par contre, là, il y a une différence fondamentale politique sur est-ce que c'est l'État de le faire, est-ce que c'est aux parents d'être responsabilisés. Je suis plutôt du côté de la responsabilité des parents. Mais je suis aussi totalement résigné sur ce qui se passe d'un point de vue numérique, donc je sais bien que c'est l'État qui va le faire. Déjà résigné, mais comment c'est possible? On s'est connus tous les deux sur Adopi, on avait déjà perdu à l'époque. Fabrice, justement, parce qu'il y en a qui ne sont pas résignés, qui se disent c'est maintenant ou jamais qu'il faut faire tomber cette première brique. Alors que moi, non, pas du tout. Oui, tu étais déjà passé à l'étape suivante. Ouais, ça c'est vraiment... Tout à fait. Non, donc déjà, comme tu le disais, effectivement, c'est une liberté en moins que de devoir se donner sa carte d'identité ou une identification via France Identité ou un autre moyen pour accéder aux réseaux sociaux. Effectivement, on n'a pas confiance. Je voudrais juste... beaucoup de personnes nous disent déjà, je donne déjà beaucoup d'identité à Facebook, à Twitter, etc. Ça m'embête pas de donner plus d'identité à l'État. Sauf que Twitter, Facebook peut pas envoyer la police chez vous. Donc là, on se rend compte qu'on est en train d'arriver sur une dérive, c'est-à-dire que aux États-Unis, via un juge, ou aux États-Unis. Non, sans ça a été juge récemment. avec Google le. l'a fait, Non, mais attendez, j'ai un problème. Le temps je suis David Momochi. C'est que leurs intentions sont impures. Enfin, on a un superbe exemple. Enfin, ces gens-là ne sont pas pour protéger les enfants. Enfin, non, l'affaire Epstein nous le démontre. Et on a un précédent. La loi Schiappa, le système Macron. Les gens les amis d'Epstein. Non. Et la loi sur le harcèlement, la fameuse loi Schiappa, protéger les enfants du harcèlement, c'est une vraie cause. Je suis entièrement d'accord. On avait vu comment Mme Charline Avenel l'a fait avant de me poursuivre en diffamation parce que j'avais trouvé que c'était quand même un peu exagéré. Il y a un enfant qui a été poussé au suicide. Et donc cette loi, elle a servi à quoi ? Elle a servi à condamner des gens qui s'étaient moqués de la, entre guillemets, première dame, expression stupide, et ont envoyé un message dans la perspective du coup d'État de 2027 pour dire interdiction de critiquer Madame Macron et probablement d'autres, parce que les critères, attends, je termine là-dessus, les critères juridiques et judiciaires qui ont été utilisés, je rappelle que harcèlement sur les réseaux, mais elle n'avait pas de compte sur les réseaux, qu'il y a des gens qui ont fait un message, qui ont forwardé, et ils ont tous dérouillé. Parce que pour pouvoir faire ça, non seulement il faut avoir une loi, la loi Schiappa qui est une loi scélérate, et il faut avoir une magistrature totalement décidée à être un des outils de cette fascisation, oui. Donc, là, si on parle de technique, je pense qu'on leur fait déjà une concession. Alors justement, c'est là qu'il est important de bien repérer le coup en deux temps. Dans un premier temps, à travers un mécanisme relativement anodin, que l'État me sert sur un plateau, qui ne présente pas de risque de sécurité, en plus ils vont faire ça proprement, ils ne sont pas idiots, on va gentiment me nudger pour que je prouve ma majorité auprès de Twitter pour récupérer mon compte. Et puis, ça, moi je le sens venir gros comme une maison, 6 mois, 9 mois plus tard, un amendement dans un truc qui fait que maintenant tu lis ton identité avec ton compte ce pseudonyme. Et Paul Midi a déjà déposé un amendement qu'il a retoqué. Régis a raison de parler d'intention impure. Oui, alors, intention impure. Oui, c'est clair. Mais ça n'est pas la majorité numérique. La majorité numérique, elle est juste là pour nudger et pour faciliter la suite. Oui, c'est ça. Ouais. Juste pour remettre les choses aussi en perspective, je suis finalement pas en désaccord en fait avec vous, mais quand on regarde les tentatives d'enlever l'anonymat, mais ça date déjà depuis 2019, il y avait déjà Macron qui s'adressait aux maires pour lever l'anonymat, et à l'époque l'excuse c'était les gilets jaunes radicalisés. 2023, Renaissance a essayé de faire passer une loi pour lever l'anonymat aussi sur les réseaux sociaux.
Qualité a raison, c'était pas pour les enfants, Le c'était juste... pseudonymat. Utilisons les bons termes. Ouais, le ouais, pseudonymat. je suis d'accord avec toi. Ah, Je mais le t'es fais par ingénieur, abus de langage parce qu'en fait, pseudonymat. les gens parfois ne comprennent pas. Du coup, je prends les mots plus simples derrière, mais tu peux mettre une baffe la prochaine fois que je le dis. Et donc 2023, Renaissance essaie de faire sauter l'anonymat encore. Et à quelle époque est-ce qu'on est en train de se trouver ? On sort justement du Covid, une époque qui a développé des outils de surveillance généralisée, et on est dans une normalisation de la surveillance et des outils de surveillance, et vous ne pouvez pas retourner en arrière si vous acceptez ce genre d'outils-là. Oui, et maintenant, ils ont juste rajouté une couche de en fait, la levée d'anonymat, ça ne marche pas. On va dire que c'est pour les enfants. Et comme par hasard, l'Australie essaye de le faire. On voit l'Espagne, on voit le Portugal, on voit la Belgique, on voit l'Allemagne. Tous les pays, tout d'un coup, se réveillent avec l'obsession de il faut sauver les enfants sur Internet. Et je vous invite à regarder le tweet que Yann Braun-Privé avait fait au moment où la loi a été votée, où elle justifiait le passage de la loi suite au harcèlement qui avait conduit à un drame familial avec Camélia, je crois, qui s'était justifié comme ça dans le tweet. Aujourd'hui, on a appris que le parquet a classé l'affaire puisqu'ils n'ont rien trouvé après 19 jours d'enquête et une fouille des téléphones, qu'elle n'était pas sujet à harcèlement. Donc, effectivement, harcèlement numérique. Donc, du coup, à chaque fois, effectivement, c'est un prétexte qui est utilisé pour avancer un petit peu plus. Et évidemment, je suis d'accord, dans 6 mois, on nous vendra... il y a l'élection présidentielle, on ne va pas l'oublier, il y a l'ingérence étrangère. Évidemment qu'on va arriver à... et sur les mauvais termes, effectivement, on parle d'anonymat, on parle aussi de double anonymat ou de tiers de confiance. Là aussi, les mots, il faut les redéfinir. Parce qu'il n'y a pas de tiers de confiance. Ah oui, c'est un grand sujet. Ça. Il n'y a pas de double anonymat non plus. Un peu de tiers de confiance, c'est l'État. Donc, c'est l'État. Avec identité, exactement. Tu vas demander au système d'identité géré par l'État français depuis belle lurette de juste te permettre de certifier que tu es majeur. Et tu vas dire au réseau social, je suis majeur. Tu ne vas rien transmettre d'autre. Sauf en cas de fuite. Ils ont quand même pas mal de fuites. S'il y a une fuite, tu auras juste un token qui dira machin dont on n'a pas l'identité parce que c'est France Identité qui l'a et majeur, c'est une fuite de aucun intérêt. Oui, mais pour pouvoir utiliser par la suite, oui, par la suite. Tu dois mettre ton identité pour on a un exemple comme de fuite. Il y a d'autres outils qui existent pour pouvoir vérifier ton âge sans devoir mettre ton identité. Non, du KYC, ça coûte une blinde. Il y a Montpellier qui a développé une application pour scanner les mains des gens. Oui, j'ai entendu parler. Oui, on pourrait très bien le faire. Non, mais il y a une bonne privée, encore une fois, elle s'est cinglée d'un tweet où elle dénonçait le fait qu'il y a eu une fuite de données sur les coordonnées des députés. Je ne sais pas si vous avez vu il y a 2-3 jours. C'était pas exactement une fuite de données de députés. Exactement, c'était pas une fuite de données de députés, ça a été des listes qui ont été recoupées, c'est-à-dire que les députés sont aussi dans les listes confuitées de colis privés ou du slip français ou autre. Moi, je suis dans ces listes. Je suis désolé. Tout le monde sait que j'achète des slips français. Et effectivement, ils ont recoupé et ils ont pu, du coup... Donc, le token, je suis d'accord, mais un tiers de confiance, il y a quand même des logs qui sont conservés. Et rien n'empêche, avec une fuite, à un moment, si on le souhaite, de recouper. Et il y a potentiellement un danger. C'est que statistiquement, c'est inévitable. Mais fondamentalement, ils peuvent construire quelque chose de très propre et très sécurisé sur la base de France. C'est là que tout le vice de cette opération est. C'est que si tu veux vraiment construire quelque chose de très solide d'un point de vue technique, la solution France Identité, ou là, s'il y a une fuite, de toute façon, ils l'ont ton identité. Si elle fuite, elle fuite. Donc ça ne va pas du tout augmenter le risque de fuite. Et ce petit token qui dira juste, tu vas débarquer chez ton réseau social et tu dis, regardez, majeur, rien d'autre. Et le réseau social dira, ok, tu peux reprendre possession. Majeur, token machin, à telle date, etc. Je voudrais juste demander pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de risque de fuite d'identité quand tu as le ministère de l'Intérieur qui se fait hacker, quand tu as... Non, parce qu'on confond tous deux choses différentes. Je ne parle pas du token, je parle de la liste des gens inscrits à France Identité. Elle peut se faire hacker. Bien sûr, mais elle existe déjà. Donc le risque n'est pas augmenté par cette opération. J'ai une question à Fabrice, moi. Et est problématique d'un point de vue éthique, mais d'un point de vue cybersécurité, le risque est déjà là, il ne changera pas. Voilà, donc il ne faut pas l'utiliser dans ce cas. Mais il est déjà là ton risque, que tu l'utilises ou pas, le risque est le même. On doit pas utiliser France Identité. J'ai une question. Mais tu peux pas ne pas utiliser France Identité. J'ai une question. Tu veux utiliser. Mais c'est pas que je veux, c'est que je reste bassement technique. Tu ne peux pas ne pas utiliser France Identité. Tu vas payer comment tes impôts, ton URSSAF, ton machin. Parce que c'est pas les réseaux sociaux. On parle pas du tout de on peut se poser la question. Justement, oui, voilà. Et à quoi vous sert France Identité aujourd'hui aussi? À quoi ça vous sert aujourd'hui? Technique. À quoi ça vous sert France Identité aujourd'hui? L'URSSAF, les impôts, C'est tout. C'est Ah, la relation avec l'État. Oui, bien sûr.
Voilà. Est-ce que ça devrait être lié à ton identité? Quel est l'objectif? Non, mais tu imagines bien que je ne suis pas pour ça. Ce que je te dis, c'est que tu n'augmentes pas le risque de fuite en l'utilisant, entre autres, pour ça. Le problème, c'est que tu utilises un outil risqué quand même. Quel est l'objectif? Il est là. Leurs intentions sont impures. Spontanément. Leurs intentions, c'est de lier ton pseudonyme avec une identité. Oui, non, mais quelles sont leurs intentions en France et ailleurs? Pourquoi il y a cette volonté? Moi, je pense que globalement, il y a la volonté, dans la mesure où ils maîtrisent le système médiatique, l'oligarchie le maîtrise, l'État le maîtrise, et donc les réseaux constituent un lieu de débat et d'expression de l'opposition. Et ça les terrorise. C'est pas que ça les terrorise, mais ça les exaspère et ils veulent le combattre. Donc, en quoi cette restriction peut-elle servir cet objectif qui est de faire taire, de censurer? Deux choses. La première est que, d'un point de vue juridique, aujourd'hui, si tu veux avoir l'identité d'un compte sous pseudonyme, c'est une problématique juridique. Tu l'obtiens sans problème, même si tu utilises un VPN. Mais il faut qu'un juge se saisisse, et c'est l'affaire de la justice. Si demain, tu as un lien entre l'identité civile gérée par l'État et le compte sur le réseau social, tu peux tout à fait avoir... tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas sur les réseaux sociaux, et tu as une sanction administrative, une amende. Donc tu ne passes pas par l'appareil judiciaire. Ce qui fait que tu n'es dépendant que du bon vouloir de l'exécutif qui peut demain décider que si tu parles de topinambour sur les réseaux sociaux, tu as une amende de catégorie C. Et si tu parles de rutabaga, attention, ça monte en catégorie D. C'est une industrialisation de la censure. C'est tout à fait faisable. Et si tu lis ça à l'euro numérique, qui est une monnaie programmable et personnalisable, je peux... Et c'est de la pure spéculation. Je peux tout à fait demain faire un amendement qui fait que les euros numériques que l'État va te verser, parce que l'État te verse des remboursements de sécurité sociale, de la caisse d'allocation familiale, il y a une tonne de pognon qui arrive dans nos poches et qui vient de l'État d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que pour se faire rembourser ses médicaments. Tout ça, l'État pourrait tout à fait décider de te les verser en euros numériques, qui en temps normal seraient utilisables comme des euros finalement, beaucoup plus traçables, mais utilisables comme des euros, mais qui peuvent être personnalisés. Et du coup, les amendes, je peux les récupérer par ce biais-là. Je peux te bloquer des euros numériques que je te verse également et qui disparaissent immédiatement. Parce que là, on parle quand même d'un modèle de société complètement qui est en train de changer. On part de la protection des mineurs, on arrive au crédit social. On est d'accord. On est tous d'accord. Qui n'est qu'un prétexte, on a bien compris. Attends, pause. Crédit social, on va laisser cette terminologie aux Chinois. Les Chinois, ils ont une approche holistique totalement différente. Nous, la seule approche vers laquelle on se dirige, là, c'est le couplage identité numérique, euro numérique, monnaie programmable et personnalisable. C'est exclusivement à travers le biais de la finance qu'on va exercer ce que les Chinois font à travers le crédit social. C'est pas un crédit social, c'est plutôt une contrainte financière qui peut être liée à tout et n'importe quoi. Ton expression sur Internet comme autre chose. Actuellement, le DSA est déjà en train de faire de la censure à la chinoise en floutant les postes qui sont soi-disant interdits aux moins de 16 ans. La chinoise, non, c'est quand même des modalités différentes. C'est juste un point de détail. Mais ce qui est important là, c'est que le discours en ligne était en train d'être censuré. Oui. Parce que le risque de la monnaie numérique de lier à une digital ID, je suis complètement d'accord. Ça pourrait être lié. Tu pourrais avoir une amende pour... Ça semble très loin encore. Ah non, on est sur des échanges de 3-4 ans. Même fin de l'année, EUDI, fin de l'année, pas l'euro numérique. La garde pas l'euro numérique, mais le wallet. Mais c'est pas encore mis en place. Moi, je ne crois pas à cette notion. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que le wallet? C'est outil, mais très simple, outil de censure. Empêcher les gens de... Et j'ai une question sur les camarades chinois, parce que le crédit social, je veux dire, il y en a chez nous. Quiconque fait un chèque sans provision, terminé. Comme Jacques Beau, il a les banques qui ferment les comptes de certains. Exactement. Non, c'est autre chose, c'est de la sanction. Non. Le crédit social, c'est ça, c'est de la sanction sociale. Et d'ailleurs, ils ont mis la pédale très douce. Bon, les camarades chinois, ils ont pris des décisions, et j'aimerais savoir comment ils le font. Ils ont décidé de, non pas interdire, mais de limiter l'usage à 2 heures par jour des réseaux, etc. Oui. Comment ils le font, ça, alors techniquement ? Ils ont construit leur réseau Internet pour contrôler complètement ça. Nous, on a construit un réseau Internet à la base parce que c'était un truc d'universitaire, de hippie, qui n'avait pas du tout pensé à la censure. Donc, c'est très, très complexe
de mettre en place un contrôle des infrastructures Internet à la chinoise, parce que le truc n'a pas du tout été construit pour ça au départ, et que l'architecture naturelle d'Internet, TCP/IP, HTTP, ces protocoles qu'on utilise au quotidien sans le savoir, sont pas du tout pensés pour ça. J'ai une petite au contraire. question. C'est dans quelle ville? C'est pas limité aux enfants plutôt, le nombre d'heures d'Internet par jour? Oui, je Chinois, ne connais pas les détails. Les Chinois arrivent à faire en sorte que les mineurs ne puissent pas faire plus de, je sais plus les chiffres en tête, mais 2 heures de jeux vidéo par jour, qu'à partir de 22 heures, il y a un couvre-feu numérique. Est-ce que c'était pas délégué aux parents, une certaine partie, ou à une application pas pour les Chinois. Non, mais nécessairement, ils ont essayé de le faire, je crois, avec les... Parce que c'est vrai que l'éducation des enfants relève des parents, mais aujourd'hui, enfin, je pense dans une société comme la société française, ne rêvons pas. Donc, mais chez les Chinois, c'est au niveau de l'infra. Mais elle est pensée pour ça. Elle est pensée pour ça. Dès le départ, elle était construite. Donc, pour eux, il ne s'agit pas de censure. Là, il y a un vrai problème de santé publique, parce que le contrôle, ils l'ont, de toute façon. Donc, je veux dire, alors que chez nous, ce que tu es en train de nous dire... Il y a un problème de santé publique, pas se mentir. Oui, mais bien sûr. Mais chez nous, c'est le prétexte aujourd'hui pour poursuivre un but qui n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Alors que les Chinois, eux, ayant déjà le contrôle, peuvent... Les Chinois, tu peux tout à fait leur faire le crédit qu'effectivement, s'ils font ce couvre-feu numérique et ces interdictions pour les mineurs, c'est pour protéger les mineurs. Et ça peut se défendre. Parce que pour ce qui est de censurer la libre expression des citoyens chinois, ils n'ont pas attendu. Ils ont commencé par ça aussi. Donc c'est pas du tout pour contrôler l'opinion publique qu'ils interdisent aux mineurs de jouer aux jeux vidéo. Du tout. Alors que chez nous, c'est subtil. C'est-à-dire que vraiment... Tu connais pas des postes ou des personnes qui sont légèrement inquiétées si tu critiques le parti communiste? Je pense que tu vas avoir la visite de la police assez rapidement. Tu vas être complètement dans l'air. Tu me diras en Angleterre aussi. Mais en Chine, oui. En Chine, le problème de museler l'opposition, il est réglé. Et depuis toujours. Et quand ils ont construit leur Internet, ils ont anticipé tout ça. C'est pour ça qu'il est aussi efficace. Nous, on n'a pas du tout anticipé ça. Pas mal de gens arrivent quand même à passer à travers la grande muraille. Ouais, mais je me souviens d'un chiffre où c'était 5 millions par jour. Sur 1,5 milliard, c'est pas non plus... Et c'est ça justement qui est un fait important avec la vérification d'âge, c'est que quand on parle des moyens de contournement, on voit qu'en Australie, il y a plein d'enfants qui ont réussi à échapper la moitié contourne. Au bannissement de leur Putain, ils sont pas très nombreux. Mais le problème, c'est que si on accepte le principe, on se dira, oui, on peut y arriver parce qu'on n'a qu'à utiliser un VPN, et on sera encore à chaque fois de moins en moins, ça sera juste les gens qui utiliseront un VPN, et pendant ce temps, la majorité aura accepté. On leur apprend à mentir plus tôt. Voilà. Et il y a surtout ça, c'est que tu vas apprendre à des gamins de 12-13 ans que la loi, c'est une contrainte et qu'il faut la contourner. Ça me paraît moyen comme méthode d'éducation. C'est ça, ils sont en train d'entraîner les enfants à devenir des criminels ou à aller vers le darknet ou à contourner la loi. Est-ce que c'est pas très malin et c'est pour créer des générations de hackers ou de gamins qui vont être très malins pour être une armée numérique et dire voilà, on doit Non, parce qu'ils vont pas être très malins, ils vont apprendre à utiliser un VPN, c'est pas non plus... Mais alors, les VPN... l'Angleterre a dit qu'ils allaient s'intéresser au cas des VPN. Une ministre a dit que c'est pas pour maintenant, mais peut-être. Et puis après, elle a rétro-pédalé. La ministre ne sait pas du tout de quoi elle parle. Est-ce qu'on peut s'attaquer aux VPN ou est-ce que c'est totalement illusoire de dire qu'on va interdire les VPN? Alors, on peut s'attaquer à NordVPN. C'est-à-dire taper sur les VPN grand public. Sur les VPN professionnels, bien sûr que non. C'est un dispositif de cybersécurité qui est absolument indispensable pour tout un tas de gens. Si tu es télétravailleur, tu as forcément un VPN. Et puis pour une multitude de raisons, tu as besoin d'un VPN. Mais pour 95% des utilisateurs de VPN, on va pas se mentir, ça sert à accéder au catalogue de Netflix au Japon pour voir les mangas qui ne sont pas distribués en France ou pour aller choper une retransmission de foot en pirate. Ça sert ou pour faire du torrenting. Ça veut dire que c'est pas bien et ces personnes-là ne devraient pas l'utiliser? Non, ça veut dire que si tu les élimines, si tu emmerdes ces personnes-là, tu ne poses pas un risque de cybersécurité. Alors que si tu emmerdes quelqu'un qui typiquement, par exemple, est en télétravail pour la Société Générale, et que lui, tu lui interdis d'avoir un VPN, là, il peut y avoir des conséquences vraiment très, très, très méchantes. C'est ça. Mais là, ils sont en train effectivement discuter d'interdire les VPN, mais d'une manière intelligente. En Angleterre, ils disent on va mettre de la vérification d'âge sur les VPN aussi. Oui, c'est pas idiot dans l'absolu, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas des masses de cas
où un mineur de moins de 15 ans aurait réellement besoin d'un dispositif de cybersécurité qui est un VPN. Peut-être que si c'est un lanceur d'alerte, peut-être que s'il est inquiété par son gouvernement, peut-être que s'il est ouïghour en Chine, peut-être qu'il on parle de l'Europe, là. De son gouvernement. Non, lanceur d'alerte de moins de 15 ans. Ça peut être aussi le cas dans quelques années. Non, on a de la marge, les gars, vous exagérez. Non, mais c'est extrêmement préoccupant. Et le fait que nos dirigeants en parlent en toute détente, ils sont en train de jeter mesure comme s'il n'y avait pas d'autres problèmes. L'important, c'est le problème en haut de la pile. Hein, Macron qui fait la procédure accélérée. Parce qu'il y a un agenda européen, il faut le dire. C'est public. La Commission européenne veut qu'à partir de novembre 2026, tous les États membres aient mis en place la première pierre vers ce EU Wallet. C'est ça, c'est l'infrastructure. EU ID, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Donc, en fait, l'Europe pose l'infrastructure d'identification et ensuite, chaque État va pouvoir développer sur ce framework, sur cette infrastructure, des applications de vérification d'identité connectées à leur propre système d'information, de cartes. Quelle surprise! Voilà. Quelle surprise. Aucun rapport avec la vérification d'âge, on perdra peut-être pas de points, mais on perdra des euros. Voilà. Donc un tweet malveillant, 10 euros en moins. Voilà. Donc alors, ça va nous calmer vite. J'ai de nouveau une question. C'est possible. Techniquement, effectivement, on a fait une infrastructure qui rend ce genre de délire possible. Tu auras des amendes flashées sur... J'ai une autre question. J'ai une autre question parce que, bon, moi, dans ma vision, c'est le combat politique qui se mène. Ce sont des systèmes qui sont en crise, qui sont minoritaires, dont les peuples commencent à avoir plus cassé, hein, mais qui n'ont pas de et donc, il y a besoin d'abord de les surveiller et de les punir, comme aurait dit Foucault. Bon, donc, mais quand j'entends Fabrice Epelbois, je suis un peu embêté parce que il dit, oui, il y a de ça, mais en fait, ils construisent une autre société, et celle-là, elle est terrifiante. Ils construisent une société programmable. Le e-wallet, qui est à la base, d'un point de vue technique, plutôt une bonne idée. C'est ça qui est terrible, c'est que ça décentralise la gestion d'identité, et donc, pour le coup, en termes de fuite, ça diminue considérablement le risque. Et donc, techniquement... Je ne suis pas sûre que ce soit si décentralisé que ça. Ça va... Si, vraiment. C'est comme le PayPal pour le système. C'est là où c'est assez vicieux. C'est là où c'est assez vicieux quand même. C'est parce que, effectivement, ils utilisent des technologies, même open source, ils utilisent des technologies décentralisées, mais derrière, il y a une couleur. La blockchain sera privée, mais... Voilà. Mais il y a une couleur, il y a une administration, il y a une bureaucratie. Derrière ça. Et souvent, ça finit dans une belle database qui est hostée chez Azure ou chez OMS. Non. Là, pour le coup, ça sera du décentralisé. C'est tout le côté vicelard de ça. C'est que d'un point de vue technique, pour des gens comme nous, c'est plutôt séduisant. Mais, il y a un énorme mais, ça introduit ce couple entre identité numérique, euro numérique, qui, j'insiste, est une monnaie programmable et personnalisable. Et ça change absolument tout. Moi, j'ai découvert à quel point ce truc était diabolique grâce à Keystarmer. Il y a quelques mois, Keystarmer a lancé une punchline en disant « La livre numérique, qui est rigoureusement la même chose, mais version anglaise, va nous permettre de lutter contre les migrants clandestins. » Au départ, je me dis « Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? De quoi il parle ?» Et j'ai fouillé. Et effectivement, j'ai trouvé le détail de ce qu'il préparait en Angleterre, qui consiste à obliger toutes les plateformes de type Deliveroo, Uber Eats et machin à payer les livreurs en livres numériques exclusivement, avec des livres numériques qui sont programmés de façon à ne pas pouvoir être transférés à un tiers. Ce qui veut dire très concrètement qu'il y a un immense trafic de comptes Deliveroo qui consiste, pour des gens qui ont des papiers, un statut légal, à ouvrir un compte chez Deliveroo, ouvrir un compte chez Uber Eats, ouvrir un compte chez Frishti, ouvrir un compte chez machin, et faire travailler une armée de clandestins. En France, il y a... En France, j'ai vu des estimations qui estiment entre 40 et 80 000 personnes qui sont en clandestin. Esclavage pur. Esclavage pur. Et en Angleterre, c'est à peu près les mêmes chiffres. Et c'est un énorme trafic. Ça a été documenté par Le Monde, par Street Press, qui a fait pas mal d'articles là-dessus, où effectivement, il y a un truc qui ressemble ni plus ni moins à l'esclavage, organisé par des Français la plupart du temps, ou des gens qui ont des papiers, un statut légal en France, et qui du coup sous-louent leur compte Deliveroo à des esclaves qui éventuellement ils rémunèrent et puis tu imagines le levier qu'ils ont de négociation, c'est juste horrible. Et la livre numérique, et demain l'euro numérique, permettra de s'assurer que tu ne peux pas transférer un tiers, donc tu ne peux pas avoir ton amer d'esclave, le moindre transfert est traçable, et tu peux
Qui plus est, par exemple, faire en sorte que tes livres numériques, tu ne puisses les dépenser que dans Londres et sa périphérie. Donc tu assignes à une zone précise un migrant, typiquement, qui lui serait ou un livreur. S'il veut dépenser ses livres à Dublin, ça ne marchera pas. C'est un exemple. Tu peux faire donc la liberté d'aller et venir qui est atteinte. Non, c'est bien plus vaste que ça. C'est une société programmable. Oui, en plus, mais moi je vois le résultat, la liberté d'aller et venir, au nom de la plus belle des causes. Quoi. Je vais donner un autre exemple de ce que tu peux faire avec ce genre de truc. Tu peux imaginons grosse crise pétrolière, le prix à la pompe explose, l'État décide de subventionner l'essence. Après tout, pourquoi pas ? C'est une politique publique qui se défend tout à fait. Problème, le chèque énergie, la gestion du dispositif chèque énergie, rien qu'elle, est une usine à gaz qui met des mois à se mettre en branle, qui coûte une fortune et qui grippe complètement ta possibilité de faire une politique d'action publique rapide et efficace pour un problème qui est immédiat. Tu passes à l'euro numérique, tu files 200 € d'essence à toute la population française, avec 200 € qui sont programmés pour ne pas pouvoir être utilisés ailleurs que dans une station-service, et ne pas pouvoir être transférés à un tiers. Donc les primes de rentrée pour les écrans plats, ça va plus marcher. Exactement. Voilà. Et typiquement, moi, je vais recevoir mes 200 € d'essence numérique, j'ai pas de bagnole, et j'ai une semaine pour les dépenser, parce qu'au bout d'une semaine, ils disparaissent. C'est ça, ouais. Donc en une semaine, la seule personne que je connaisse qui ait une bagnole, c'est ma sœur. Les chances que je puisse me coordonner avec ma sœur pour que j'aille avec elle, parce qu'il faudra mon identité numérique pour payer, pour aller faire le plein. Mais jamais je vais faire ça. Ça sera associé à ton permis de conduire, donc ils te diront que c'est pas. Et ça peut être associé à mon identité numérique qui elle-même. Attendez. Donc c'est ça qu'on met en place. C'est une société programmable. Vous êtes sûr qu'on ne va pas commander une pizza là parce que... Je voulais juste revenir sur l'identité numérique. C'est juste pour revenir sur l'exemple de la nourriture. Enfin, c'est une fausse bonne idée en fait, parce qu'ils font toujours des solutions techniques qui ont l'air géniales, mais c'est très facile à contourner. Oui, mais ça la marche, c'est pas grave. Les gars qui fait tourner un burger ou bien qui cuit des kebabs et qui est payé en cash derrière. Ah, ça il n'est pas concerné. Uber, l'autre jour, je voulais prendre un taxi Uber et en fait, j'ai un gars qui arrivait avec une voiture, c'était pas la bonne plaque, c'était pas le bon gars. Il m'a dit non, mais c'est moi, comment je saurais que c'est toi, que tu as besoin d'une course? Il me disait c'est mon chef, il a 5 voitures, mais j'ai pas eu le temps de faire le truc. Donc ils vont s'arranger derrière, t'inquiète pas. Ils vont faire un compte, ils vont avoir de l'argent sur un compte, ils vont sortir l'argent sur un compte bancaire, ils peuvent repayer en cash les gens derrière. Donc ça change. Mais il y aura plus de cash. C'est pas qu'il y a, c'est pas qu'il y a plus de cash. C'est que ce genre de truc sera infiniment traçable. Et donc tu verras bien que tous les mois le mec sort d'un. En attendant demain, ils vont pas encore interdire le cash. La Suède a essayé d'interdire le cash. Il y a toujours 10 à 15% de personnes qui n'utilisent pas de cash. Les personnes âgées, les personnes démunies, les gens qui sont dans la rue, il y aura du cash. Mais tes euros numériques seront infiniment traçables. Parce qu'en fait, plein. Mais je pense que ça peut se contourner. Non. Tu peux pas contourner la traçabilité sur une blockchain. Pas sur une blockchain. Tu peux pas contourner la traçabilité d'une crypto sur une blockchain. Tu dois le mettre sur un compte. Comment vont faire les cartels alors? On a toujours une solution dans les îles Vierges, mais ce qu'il y a quand même, il y a la facturation numérique. Ça aussi, c'est pour la traçabilité. On parle de la fin du cash, ça fait partie du truc. Enfin, il y a quand même un projet d'ensemble qui est assez clair sur la société programmable. C'est la société programmable. Oui, mais on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on va promet dans un sens ou dans un autre. C'est un projet clair. C'est effectivement, on rentre dans une société programmable à travers l'argent et le coût de l'argent identitaire. Alors, quand on voit qui sont les gens à la manœuvre, y compris après le voile Epstein déchiré, c'est effectivement intéressant. C'est les maîtres du monde. Oulala, complotisme, excusez-moi, ça m'a échappé. Non. Si demain ça change, ça sera toujours le même danger. Peu importe les gens, je pense que... Si demain il y a une alternance politique radicale, ça sera toujours aussi flippant. Est-ce que tu sais qui pardon, je vous tutoie, je sais pas. Oh là là, mon Dieu. À mon âge. Est-ce que vous savez qui était derrière les propositions de la vérification d'âge en 2019 pour le DSA? C'était Ursula von der Leyen qui s'est associée à Thierry Breton. J'aurais-tu m'en douté comme par hasard. Et en fait, derrière aussi toute cette idée de transparence totale, de pouvoir mettre sa vie sur les réseaux sociaux, mais de devoir être transparent, ça a aussi été expliqué par qui? Ce cher oncle Schwab du World Economic Forum. Désolé de devoir encore le citer, mais c'est le premier qui en parle dans le Great Reset aussi. Et d'ailleurs, il faut voir qu'au sortir de Davos, immédiatement, la coordination entre tous les Soros Boys de dire Macron, Schwarz en Espagne,
Pedro Sanchez. Pedro Sanchez. Hop, on va faire tous la même chose, c'est super. Au sortir du World Economic Forum. Exactement. Et je reviens encore sur cette coordination de pays. Et que les outils techniques soient prêts. Je pense quand même que là, on parle de l'Occident et la spécificité des démarches, de ces démarches. De l'Europe, les États-Unis vont dans une autre direction. L'Europe, mais l'Occident va pas très bien. Donc, je veux dire, moi, je le rattache à la volonté de garder le pouvoir, à la volonté de contrôler les sociétés qui leur échappent. Et qui leur échappent lourdement, parce que ça s'aggrave. Je veux dire, c'est Édouard Husson, que j'aime bien par ailleurs, même si on n'est pas d'accord sur grand-chose, qui dit qu'il y a une convergence des différents éléments qui font que la situation est assez grave. Donc, ma question, à nouveau, c'est est-ce que toute cette évolution, qui est une évolution que la technologie permet, est-ce qu'elle est d'abord et avant tout poursuivie pour garder le contrôle, parce que la progression... Oui. Ou bien est-ce qu'il y a une espèce de fatalité, entre guillemets? Les deux. Il y a d'abord un besoin de modernisation qui pousse vers ces solutions qui permettent tout et n'importe quoi, avec des gens qui, objectivement, ne comprennent pas trop la technologie. Donc, la plupart d'entre eux ne savent pas très bien où ils vont. Il y en a qui savent, mais il y en a d'autres, typiquement notre ministre du numérique. Paul Midi, c'est très bien. Paul Midi, c'est très bien. Paul Midi, c'est lui qui ouvre la fenêtre de Verton. Mais il y en a plein d'autres qui sont très naïvement persuadés qu'ils protègent les gamins et qui le font très sincèrement. Et la majorité sont dans ce cas-là, parce que techniquement, ils ne savent pas, ils sont dans le flou. Ils sont face à un ordinateur depuis l'enfer des est pavé décennies. De bonnes intentions. Et ils sont, de toute façon, ils ont un rapport de l'ordre de la magie avec l'informatique. Donc ils ne c'est là où on comprennent pas. peut quand même imaginer que certaines mauvaises intentions, parce qu'on a quand même énormément d'ingénieurs en France talentueux. On peut citer plein de technologies. Non, mais on a ces ingénieurs. Oui, mais ils n'ont pas On parlait de France Identité, par exemple. Ils ont publié le code source de l'application en open source. On peut le vérifier. Sauf qu'ils n'ont pas publié le code source du back-end, du serveur, ce qui est le principal. Voilà. On pourrait très bien avoir... Oui, toutes les données circulent par là. On pourrait très bien mettre en open source tous les systèmes informatiques de l'État, que chaque citoyen puisse vérifier le code. Sauf ceux qui sont construits sur du Microsoft, bien sûr. Ah, bah voilà. Ça serait une violation de licence, monsieur. Bah voilà, donc de la souveraineté, mais sur de la technologie américaine, c'est plus compliqué, du coup. Bah voilà. Non, mais c'est clair que si on passait du full open source, on ferait un pas de géant dans la transparence. Mais on est loin. Même si c'était complètement open source, même si c'était lisible, encore une fois, je questionne la raison. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'étaler la vie des gens, de demander... Il y a une question d'efficacité, comme tu disais. Efficacité, contrôle... L'efficacité, cette excuse de toujours ériger la technologie comme une idole. Les États-Unis et l'Europe, et je trouve très intéressante dans ce que tu as dit, parce que, en fait, la situation n'est pas la même. Alors, c'est le bazar aux États-Unis. Oui, mais Trump a refusé le dollar numérique. Mais là, c'est caractérisé par la crise de cette Europe, qui est quand même au bord de la dislocation, quoi. Alors, je ne dis pas qu'elle va avoir lieu, mais c'est quand même... Et donc, c'est rattachable, cette volonté de contrôle est bien rattachable à la volonté de contrôle politique. Quoi, oui, mécaniquement. Qui est en train de leur échapper. Le pouvoir, t'essayes d'avoir un contrôle. Oui, mais spécialement avec ses armes. Ils sont vraiment, j'insiste, la plupart ne comprennent pas la dimension technique. Typiquement, ce couple euro-numérique, identité numérique, va nous permettre de programmer la société. Et donc, un texte de loi prendra la forme de code. Ça veut dire que tu vas avoir des législateurs qui vont devoir penser en termes de code de façon à optimiser leur volonté de transformer la société. C'est ce que veut faire un législateur à travers la loi, mais penser en code, pas en juriste. Donc tu vois qu'on est très 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 loin d'avoir un corps législatif qui est capable de penser comme ça. Il y en a quelques-uns à droite à gauche qui peuvent penser comme ça, mais tu les comptes sur les doigts de la main. La plupart, au mieux, pensent en juriste. Et on va basculer dans le monde du code, pas dans le monde du droit. C'est exactement ça quand tu fais de la tech, c'est entre la loi qui va être très verbeuse, avec plein d'exceptions, etc. Quand tu passes ça à un développeur qui va être chargé de coder ça, il va s'arracher les cheveux parce que avec toutes les if, que des exceptions, c'est immaintenable. La loi, on voit l'empilement qu'il y a, effectivement. Donc, il faudrait inverser la logique. Il faudrait partir de comment je code ça, et ensuite je fais la loi.
Ouais, c'est une inversion de... Tu vois le monde que ça nous dessine. C'est terrifiant. Tu sais que les Je préfère de ingénieurs loin le sont... monde des juristes. C'est ça, les ingénieurs sont terriblement naïfs, en fait. Je sais pas si tu te rends compte, c'est triste à dire. Il faut lire les lois de la Troisième République. Ce que je voulais dire, c'est que les ingénieurs sont extrêmement naïfs. C'est triste à dire, mais des gens qui sont bons à l'école, qui sont dans parfois des bonnes universités, des bonnes écoles, désolé, je suis ingénieur aussi, sont des personnes qui ont bien travaillé à l'école, qui ont fait ce qu'on leur dit. Et quand, en fait, ils gardent ce trait-là, quand ils arrivent dans une société, ils vont pas se poser la question de l'éthique. Est-ce que c'est une bonne solution ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire ? Scanner les plaques d'immatriculation de tout le monde ? Non, mais on peut toujours trouver... Non. Le visage des gens dans les gares ? Est-ce qu'il faudrait scanner les gens dans les bus ? Bien sûr que non. Justement, il peut y avoir une forme de naïveté aussi comme un politique, mais il y a des garde-fous qui sont mis à chaque fois. Il y a des audits, il y a des... Et ce que je veux dire, c'est que les ingénieurs Internet s'est construit comme ça. Sont tellement naïfs, en fait, sont exploités. On exploite leur intelligence pour imposer des outils technologiques qui oppressent l'humain. Et on est en train de faire passer la technologie comme une sorte de solution suprême. Et qu'est-ce qu'on va s'en faire probablement dans 2 ans ? On rappelle au passage que ce dont on est en train de parler, ça s'appelle la cybernétique, qui est une science qui est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui avait comme finalité très claire le contrôle de la population. Oui, mais moi, c'est une société d'ingénieurs qui fait n'importe quoi, l'Allemagne nazie. Ils avaient quand même... les soviétiques aussi étaient très portés sur l'ingénierie. Avec Paper... Non, mais pardon, mais Paperclip, c'était quand même de prendre tous les cerveaux allemands pour dire venez bosser chez les Américains. Oui, et les mecs, voilà, enfin, vous voyez comment ça peut très vite mal se passer. Oui, ça se passera très très mal. On voit une progression là. Non, mais ce qui est grave, c'est ce que dit Fabrice. Excuse-moi, Fabrice, de chaque fois. C'est que c'est ce basculement entre ceux que tu appelles les juristes. Relisons les lois de la Troisième République de la fin du 19e, c'est d'une clarté. La loi sur la presse, c'est une pure merveille. Je ne parle même pas du code civil de Napoléon qui avait été fait par les juristes d'Ancien Régime. C'est d'une clarté. Mais là, c'est autre chose. Là, les politiques cèdent le pas aux ingénieurs. Non, la façon de transformer la société qui aujourd'hui se fait à travers la politique et in fine la loi et donc qui passe par le droit va basculer dans un monde où la façon de transformer la société passera de plus en plus par du code. Prenons un exemple. Par exemple, tu vas décider que, je prends un exemple délibérément ridicule, que plus personne n'a le droit de parler de topinambour, que ça devient un sujet absolument tabou. Et que la première personne qui parle de topinambour va se prendre une sanction financière de malade mental. Eh bien, tu vas juste programmer un bot, je simplifie un peu tu programmes un bot qui va scoter tous les réseaux sociaux, et le premier connard qui va parler de topinambour, tu auras de toute façon, d'ici là, Paul Midi aura fait passer son amendement, tu auras son identité, pas besoin d'aller faire chier un juge, tu auras immédiatement son identité. À partir de là, tu vas prélever une amende de catégorie C sur les prochains euros numériques que l'État lui versera. Manque de peau, ce couillon, il a 3 gosses, et donc il reçoit des subventions de la CAF, donc c'est sur celle-là que tu vas aller te servir. Par exemple. Et si je peux juste rajouter à ça s'est déjà passé avec... sans la partie amende, mais avec le laptop de Hunter Biden. Il y avait déjà des postes des gens qui sautaient automatiquement sur X. Sans amende. Oui, non, mais sans amende, de façon en loose day, dans un dispositif de panique, un peu algorithmiquement, mais c'était un truc qui a été fait dans la panique, dans l'urgence, pas très discret, et pas dans une intention... planificatrice, au sens où... Les Twitterfeuilles, ils ont montré quand même qu'il y avait une belle intention derrière. Non, il y avait une intention, mais pas planificatrice. On n'est pas dans... Il faudrait que la société pense comme ça, donc on va interdire de penser comme ça, et donc le plan pour les 5 prochaines années va consister à petit faire ça. Est-ce que c'est pas la direction qu'on prend actuellement ? Si, c'est la direction. On ne sera plus en réactif, on sera en préventif. Contrôler les algorithmes, c'était Najat Vallaud-Belkacem aussi. Oui, mais c'est débile, là-dessus on peut peut-être dire un mot sur... Je rappelle, Madame Vallaud-Belkacem voulait limiter le nombre de gigaoctets d'accès à Internet par jour. Oui, il fallait une semaine pour faire un update Windows, c'était très drôle. Oui, je me suis trompée, c'était par semaine en plus. Alors, on veut faire une petite parenthèse technique, désolé les algorithmes d'IA qu'on a aujourd'hui sont des algorithmes non déterministes. Et c'est une première, c'est un gros bouleversement dans le monde. Ce qui veut dire qu'avant, tu avais un algorithme, tu pouvais le faire tourner 10 fois sur les mêmes variables d'entrée, ça donnait 10 fois le même résultat. Aujourd'hui,
toi et moi, on pose la même question à ChatGPT, on a 2 réponses différentes. Qui, a priori, vont dire la même chose, mais pas de la même façon. Donc on est sur des algorithmes qui sont absolument pas prédire. Tu peux pas prédire parce que tu as dit Toto que derrière ça va dire Toto 2. Parce qu'un algorithme qui dirait tu prends l'input de l'utilisateur, tu rajoutes 2 derrière, c'est ce qu'est un algorithme totalement prédictible. Du coup, tu peux regarder le code et tu comprends comment il fonctionne. Là, on a affaire à des algorithmes qui sont non déterministes. Donc tu peux regarder le code, tu vas pas comprendre pour autant. Et tout le monde est en train de passer de la vieille algorithmie à cette algorithmie de LLM, typiquement l'algorithme de Twitter, qui avant était un algorithme tout à fait déterministe, est en train de s'appuyer sur Grok. Donc, ça va être très compliqué de faire du rétro... Enfin, c'est infaisable de faire du rétro-engineering, et la notion même de transparence algorithmique devient très, très relative. Je pondérais, c'est pas infaisable, tu peux toujours encore limiter certains types de contenus, en fait. Non, mais tu peux pas faire tu peux pas auditer l'algorithme, tu peux censurer à l'intérieur de l'algorithme, mais tu peux pas regarder l'algorithme et comprendre comment on en arrive à tel résultat. Ils ont annoncé qu'ils mettaient la vérification d'âge en fonction des prompts et du leurre à laquelle tu vas interroger et détecter, effectivement. Il y a eu toute une polémique sur Twitter dernièrement où on pourrait demander à partir de quelle hauteur de pont je peux me suicider, et au final, effectivement, les IA empêchent ça quand on va dire je me sens mal. Ils sont censés, mais ils le font pas très bien. Je crois qu'il y a 9 procès aux États-Unis actuellement de gens ou d'enfants qui sont suicidés. Oui, mais petit à petit, ils censurent. Il a même expliqué comment faire un nœud coulant. Ouais. Enfin, que son nœud coulant était très bien. Ouais. C'était ça la phrase. Ouais, je te jure. C'est pas seulement des alors justement, est-ce que le projet, c'est pas un monde sans humains, finalement, où les algorithmes vont se gérer entre eux, et où il y aura des euros numériques, il y aura des bots qui vont poster des trucs, des machines qui vont gérer ça, et l'humain, à un moment, on va se dire, ça sert plus à rien, ce machin. Mais c'est ça, justement, que je trouve intéressant, c'est que ce qui prouve probablement l'intention de nos gouvernants dans vouloir interdire les réseaux sociaux, c'est que on critique les réseaux sociaux, on critique les écrans. Personne ne parle des problèmes qu'on a avec l'IA actuellement, avec les jeunes. Il faut absolument interdire les réseaux sociaux, mais l'IA, c'est open bar. Vous avez Facebook, Meta, dans ces conditions, explique qu'ils ont droit d'avoir des IA peuvent avoir des discussions sensuelles avec des enfants à partir de 16 ans. Et c'est dans leurs conditions à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai posté ça sur Twitter. Mon tweet a été flouté, on l'a montré, grâce au DSA pour protéger les enfants. Donc vous voyez les 2 poids, 2 mesures, en fait. On arrive à une société de malades. Mais l'info est folle. Et effectivement, Facebook s'est donné l'autorisation d'avoir des bots IA qui conversent avec des enfants avec une dimension sensuelle. Et tu regardes ça, tu dis what the fuck. Enfin, c'est des trucs, des délires, mais c'est complètement fou. Mais c'est pour créer des amis. L'idée, c'est d'isoler davantage la population, de moins parler avec les gens autour de nous dans les réseaux sociaux qui sont des vrais humains, mais plutôt de parler avec des IA qui va devenir votre ami. Vous avez des gens qui racontent leur journée à ChatGPT. On a tous eu des amis imaginaires quand on était petits. Hein. Non, je dis ça. Il y a plein de gens qui croient un ami imaginaire et qui prient un ami imaginaire. C'est ce qu'on est en train de construire. Et nous, on trouve ça absurde, mais sur la génération Z et la génération A, c'est normal. Beaucoup maintenant préfèrent parler, poser des questions en ligne parce que ça va beaucoup plus vite et il n'y a pas de jugement. Et on se rend compte que les capacités de discussion sont en train de diminuer aussi. Alors, ce qui est fou, c'est moi je me sers de ChatGPT quasiment tous les jours, je pose des questions. J'ai vu des analyses médicales qui étaient plutôt bonnes, mais on le voyait, on avait le chiffre, et puis on avait le chiffre précédent, et il était meilleur, etc. J'ai demandé son avis, j'ai envoyé le truc à ChatGPT, et la façon dont il m'a répondu, c'était excellent. Mon médecin du lendemain m'a dit la même chose, mais surtout, ce qui m'a stupéfait à ce niveau-là, parce que ça me concernait quand même, c'était assez personnel, sinon intime, c'est le ton utilisé, l'humanité de la réponse. Quoi. Ah ouais, c'est terrible. Et je remercie à chaque fois. Moi, je suis horriblement mal à l'aise. Hein. T'as raison, parce qu'on ne sait jamais. Il y a des mesures qui montrent que les IA sont plus empathiques que des médecins. Parce que les médecins, forcément, d'abord, ils se blindent. Sinon, tu ne peux pas compatir à tout va, tu crèves. C'est mon pote. Et puis surtout, ils n'ont pas 5 heures pour parler de ton cancer, le médecin. Ils ont un temps limité. Alors que le ChatGPT, il a tout le temps pour toi. Mais justement, à propos des amis imaginaires, là, on a affaire à en fait des amis imaginaires qui prennent des notes sur comment ça fonctionne un humain. C'est encore un autre truc, c'est-à-dire que ça va aller encore plus loin dans la manipulation. Tu parlais de cette empathie de la machine, elle n'existe pas. Tout ça est un leurre. Mais non, ça n'existe pas. Sauf que tellement de gens vont tomber dans le panneau. Et ça, c'est vrai qu'on régule les réseaux sociaux, mais il n'y a aucune loi, il n'y a aucune réflexion même sur l'impact de l'IA sur la société.
Donc alors, ce que tu nous dis, Fabrice, c'est que nos dirigeants sont nuls, ne le savent pas, mais s'en servent quand même. Économique, évidemment. La plupart des décideurs, pas qu'en politique, y compris en entreprise, n'ont pas la formation qui leur permet d'apprendre ça. La plupart ont à peu près notre âge, en dehors de toi, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt âgés, et sont nés dans un monde où très concrètement l'ordinateur c'était sur le bureau de la secrétaire. Et donc on a un rapport très distant avec la chose technique. Et on rapporte tout aussi distant avec la chose informatique parce que les DSI, directeurs de systèmes informatiques en France, ne sont pas au COMEX. Et donc on a des grands groupes un peu partout en France qui prennent des grandes décisions sur la transformation digitale de leur entreprise, mais il n'y a personne de compétent en informatique dans le COMEX. Bien sûr. Tu connais le problème. Là, on a quelqu'un qui a vécu ça. Oui, je suis DSI, je suis CTO, comme on dit, mais effectivement, oui, ça devrait être le CEO de l'entreprise. Effectivement, moi, je suis beaucoup intervenu sur les transformations digitales dans les entreprises. Effectivement, on a deux mondes encore, c'est-à-dire qu'il y a deux mondes qui se regardent. Il y a le monde des Sciences Po et le monde des ingénieurs. Exactement. Et le monde des Sciences Po, la technique et la science, d'une façon générale, a du mal à conceptualiser, surtout en France, où c'est très littéraire. C'est très littéraire. Ça reste une excellente école. Mais c'est vrai qu'il y a... Bon, je suis un peu de parti pris, mais il n'y a pas de base scientifique. Moi, je me suis surpris un jour à expliquer la relativité générale à des élèves de master. Et en des termes simples. Mais juste, je m'apercevais que des gamins qui, par ailleurs, étaient brillants, ne savaient absolument pas ce que c'était que la relativité générale. Ce qui, quand même, pour des gens qui étaient sur des parcours qui les menaient plutôt à l'ENA, ne pas savoir les bases de physique qui te permettent, ne serait-ce qu'avoir une petite idée du fait que l'espace et le temps sont liés, et d'être complètement dans le flou sur des trucs qui sont aussi fondamentaux aux sciences. Quand on voit où nous ont emmenés nos énarques, on comprend. Il y a une question de curiosité aussi, puisque justement, Internet permet ce livre ouvert qui permet d'apprendre. Ou juste te renseigner sur la relativité, tu passes une soirée. Moi, j'ai eu des stagiaires, j'ai eu beaucoup dans ma vie professionnelle, beaucoup de jeunes collaborateurs. Les jeunes, ils venaient 1 an, 2 ans, 3 ans, puis ils partaient mener leur vie. J'ai vu toutes les évolutions, c'est un effondrement. Aujourd'hui, Sciences Po, c'est grotesque. Mais c'est ça qui est triste, justement, c'est comme ils sont influençables, comme voilà, ils ont beaucoup de choses à apprendre, ils sont en train de croire et d'être culpabilisés sur le fait de ne pas devoir... moi, je ne suis pas si pessimiste que ça sur la jeunesse. Je la trouve assez résiliente, agile et courageuse par ailleurs, par rapport au monde dans lequel ils vivent. Non, mais il faut savoir aussi comment nous, on a grandi. Un jeune, aujourd'hui, on ne l'autorise plus de sortir à 10 mètres de sa maison. Ce sont les parents qui leur donnent un téléphone pour bien appeler pour être sûr qu'ils rentrent de l'école, alors que moi je pouvais disparaître 2 heures dans la journée sans que personne sache où j'étais, mais jamais rien arrivé. Donc c'est aussi les angoisses des parents qui aussi, pareil, ne sont pas éduqués sur la technologie, donc mettent entre les mains de leurs enfants un téléphone qu'ils ne savent même pas configurer pour mettre le contrôle parental. Donc ils viennent ensuite appeler l'État en disant « Mettez-moi une loi, comme ça je pourrais dire à mon fiston, c'est l'État qui t'a dit que... » une loi qui interdirait la vente d'un smartphone en France sans contrôle parental, réglé de la façon la plus stricte c'est très simple. Par défaut. Sans vérifier l'identité d'ailleurs. Sans vérifier l'identité. Et ça réglerait le problème. Bien sûr. C'est ça. En fait, l'équivalent de ce que je vois avec la vérification d'âge, ce serait dans la rue, comme tu viens de dire, tu pouvais aller dans la rue, ce serait l'État dit il y a des accidents de voiture et les enfants sont écrasés, donc on va faire une application de géolocalisation chez tout le monde qui va vous prévenir, attention, vous traversez la rue, comme ça les parents seront au courant que les enfants... C'est ça, et donc on appelle de nous-mêmes à être la surveillance, c'est ça qui est terrible. Le pire, c'est que ça s'applique à tous les adultes. Et oui, c'est exactement la même chose. C'est la dernière phrase de livre de Orwell de 84, c'est à la fin, il aimait Big Brother. Pour lui, il avait gagné le combat contre lui-même. Oui, c'est ça. Donc comment maintenant, en fait, je pense qu'il faut soigner nos angoisses. Et les gens sont tellement angoissés qu'ils sont en train d'appeler de leur vœu une prison. C'est vraiment ça. Eux-mêmes dans ce panoptique. La prison dans laquelle ils sont aujourd'hui, alors là c'est le juriste de nouveau, enfin l'avocat qui va reparler, sur cette articulation entre ce qui relève de l'éducation des enfants, je n'ai pas dit de l'enseignement, de l'éducation des enfants au sein des familles, dans le cadre d'une reproduction, d'une réplication hétérogène, parce que la société était divisée en classes, en groupes, mais aujourd'hui, dans quel état sont ces structures pour le permettre ? Moi, je suis arrivé dans le métier en 1972,
j'étais tout jeune, le divorce par consentement mutuel, c'était en 76. J'ai vu le divorce de masse et j'ai vu la destruction de la famille républicaine. La destruction. Alors attention, c'est pas moral ce que je dis. Hein. C'est absolument pas moral. Ça, l'individualisme. Non. Je me permets pas. C'était très souvent les femmes qui étaient demanderesses, mais on est arrivé à un mariage sur 2 qui échoue dans les 7 premières années du mariage. Il échouait avant, juste il restait marié. Oui. Je suis pas sûr que ce soit préférable. Non, mais oui. Ah oui, et oui, mais c'est si grave. C'est si grave, il restait marié, il y avait la question de stabilité, d'éducation des enfants, des patrimoines et tout. Non, je ne fais pas le moral du tout. Hein. Je ne suis pas en train de dire c'était mieux avant et tout. Non, je dis disons qu'il y a eu un basculement sur les libertés individuelles. Ce à quoi j'ai assisté, et ce qui fait qu'il y a tout un tas de choses qui relevaient de l'espace familial. Par exemple, une des raisons de l'obésité morbide, c'est la fin des repas familiaux. Une des raisons. Bon, donc, et ça, cette structure-là, elle a disparu. Bon, bien, mal, j'en sais rien. De toute façon, elle est là. Bon, moi, je vois, j'ai 5 enfants et 5 petits-enfants aujourd'hui. Je vois le monde dans lequel ils sont nés et le monde de ma fille aînée, mon Dieu. Et donc, mais là, oui, on se tourne vers l'État en lui disant, voilà. Mais ce qui est terrible, c'est donnez-moi les. Je ne contrôle plus rien. Je ne maîtrise plus rien. Ce qui est terrible, du coup, c'est qu'on fait une loi. Moi, j'ai 2 enfants, ados et pré-ados. Ce qui est terrible, c'est qu'on va faire une loi contre eux. Non, mais ils me disent, papa, on en a ras-le-bol. Tous les jours, on entend qu'on est bête, qu'on est drogué, on fait grandir cette génération là-dedans. Il faut vraiment s'en rendre compte. Et donc, mais on était bien contents, nous, pendant le Covid, pour être tranquille, pour télétravailler, qu'on a filé l'iPad au dernier pour que, surtout, ils ne nous embêtent pas, qu'on leur a filé le téléphone pour aller à l'école, etc. Donc, on est nous-mêmes, enfin, on s'est mis nous-mêmes dans cette situation à les avoir habitués. Moi, quand je fais une soirée jeu de société à la maison, les yeux brillent. Il brille. C'est un moment rare. On se parle, on rigole, etc. Donc il y a aussi une responsabilité. Oui. Je pense aux petits chevaux parce que j'en ai tellement. Mais bien sûr, mais c'est une progression. Précisément, moi je vois cette progression, fin de la religion, fin de l'État, fin de la religion, fin des couples, fin de l'autorité parentale, pour que l'État puisse prendre justement ses décisions de comment est-ce que les enfants. Alors je sais pas si c'était la volonté de l'État. Non, ça je pense que c'est des évolutions. Et pour rajouter alors, pour essayer de réargumenter plus, justement avec le Covid, le fait d'avoir été isolé nous a poussé à nous retrancher chez nous, à utiliser justement plus l'iPad, le téléphone. Mais qu'est-ce qu'on a eu en même temps dans le monde du travail? On s'est tous habitués à avoir Zoom, à avoir la caméra. Tous les étudiants qui ont eu leurs examens à distance, ça a développé combien d'outils de proctoring qui demandent d'avoir votre webcam tout le temps allumée pour vérifier que vous n'êtes pas en train de tricher. Ça détecte les mouvements de votre lèvre. Il y a des gens qui ratent leur examen parce que, comme par exemple, ils lisaient la question et ça détectait, peut-être qu'il parle à quelqu'un, il est en train de tricher, en train de poser la question à quelqu'un d'autre dans la pièce. Vous avez un nombre énorme de logiciels de surveillance. Alors, c'est un brevet Microsoft qui date d'il y a 15 ans. Qui avait prévu de brancher toutes les webcams de tes salariés pour mesurer le niveau de stress et l'efficacité de tes salariés. Et comme par hasard, à ma connaissance, ils l'ont pas mis en application. Alors, bizarrement, l'éducation nationale, quand il y avait le Covid, c'était une catastrophe. Nous, on recevait des photos de bouquins. Il manquait la moitié pour faire l'exercice. Après sa journée justement avec sa webcam, avec son patron, etc. C'était compliqué. Au travail, quand je passais des entretiens d'embauche, on me donnait des tests à faire en ligne. Alors c'était mettez votre webcam, assurez-vous de bien. On s'est préparé. Et même, tu sais quoi, j'avais réussi ces tests et en fait, j'en avais réussi un. Ils m'ont dit vous l'avez trop bien réussi, alors on va le refaire. Il y a quelqu'un qui va vous regarder pendant le test, donc je l'ai refait, bien sûr. J'ai eu le même score, bien sûr. Ils m'ont pas engagé ces enfoirés. D'ailleurs, mais enfin c'est juste pour en fait marquer qu'on est en train de développer une sorte de batterie d'outils de surveillance qui sont en train de s'infuser dans le monde professionnel, dans le monde des étudiants, et tout le monde est en train de c'est pour notre bien. Normalisation de la surveillance et aujourd'hui vérification. Bien sûr. Et ils n'ont plus qu'à avancer, mais on prépare le terrain. Mais justement, moi, ce qui me sidère, c'est de voir qu'on part du principe que c'est comme ça. Que la société va devenir une société de technosurveillance, de programmation, parce que l'IA le permet, la technologie le permet, et que les humains sont d'accord. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un consensus, malgré autant qu'on soit autour de cette table, on a l'impression qu'il y a quand même un consensus de dire « Ok, fliquez-moi comme un porc, j'adore ça !» Je n'ai rien à cacher. Ouais. Oui, il y a ce truc de « j'ai rien à cacher » qui est la pire stupidité du monde, parce qu'à minima, si tu es un être humain, tu partages quand même ton intimité avec d'autres êtres humains
qui donc ont partagé une partie de leur vie privée, tu as à minima ça sous ta responsabilité, donc qui est caché. Mais c'est vrai qu'objectivement, moi qui travaille sur la surveillance depuis près de 20 ans, au début, j'étais foufou enthousiaste en disant c'est scandaleux, c'est la violation des droits de l'homme et tout le monde va se révolter. Et en fait, pas du tout. Absolument pas. On a beau déterrer année après année. C'est toujours une violation de droits de l'homme. Oui, mais on glisse doucement. Tu n'es plus choqué parce que tu es blasé. Voilà. En fait. C'est qu'au bout d'un moment, la vie privée, elle est au chiottes. C'est l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme. C'est fini. On n'a plus de vie privée. Entre l'État et les GAFAM, pour faire simple, elle a disparu. C'est un concept qui n'existe plus. Je ne suis pas si négative. Je pense que c'est parce qu'on a décidé de ne pas se battre, parce que personne dans les figures publiques ne vous dit que la liberté est importante, que la vie privée est importante. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et je savais pas que c'était une émission. C'est devenu une marchandise, la vie privée. Faut se rendre à l'évidence. Non, je dis pas que c'est cool. Moi, je vois pas l'effet cliqué derrière nous. Enfin, et que c'est vraiment un effet cliqué. Déjà, je vois pas de parti d'opposition qui prend vraiment le sujet à bras le corps. Que dalle. Il y a la France Insoumise un peu. Oui, LFI. Voilà. Mais David Lisnard aussi qui a David Lisnard aussi. Les libertariens et LFI. Regardez, le Rassemblement national. Mais bien sûr, c'est super. Bien sûr. Donc il y a ce consensus, il y a le fait de dire. Alors eux, ils y connaissent encore moins. Encore moins, je pense. Et puis surtout, tu as l'idée de dire, quand on sera au pouvoir, c'est quand même vachement pratique. Et c'est parce que justement, pourquoi est-ce qu'on compte sur les partis au pouvoir qui nous ont de toute façon déçus et mis à l'envers depuis des années Pourquoi est-ce qu'on attendrait qu'ils disent quoi que ce soit? Est-ce qu'ils n'ont pas tous été d'accord pendant le pass sanitaire? Excusez-moi, je fais un parallèle avec le Covid, mais il faut le faire. Ils ont tous à peu près accepté le Covid et le pass sanitaire la bouche en cœur. Et on a vu ça dans les autres pays aussi. Et pourquoi ça a fini par sauter? Peut-être parce que les gens l'ont refusé. C'est ça. Mais aujourd'hui, le refus, moi je le vois pas. Enfin, on est minoritaire. Faut expliquer toujours. Mais même quand t'expliques, t'as l'impression que les gens n'ont pas tant de cerveau disponible. Oui, mais peut-être qu'il faut encore... Non, mais c'est technique. Il y a un pays où ça a sauté, mais je vais encore dire des horreurs, je vais encore blasphémer. Il y a un pays où ils avaient de nouveau tout enfermé tout le monde, et puis tout d'un coup ils se sont dit oulala, on va perdre le mandat du ciel, et la dynastie va sauter. En Chine, ils ont du jour au lendemain terminé. Et quoi le confinement, l'enfermement Covid et tout. Oui, ils sont allés très très loin aussi. Comment ? Ils sont allés très loin en Chine. Ça dépend des moments, mais à ce moment-là, ils étaient repartis dans cette direction. Et pourquoi je dis on va perdre le mandat du ciel ? Parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup sur l'histoire de la Chine et sur la fin de chacune des dynasties. Chaque fin de dynastie, ça a été des révoltes, des insurrections. C'est extraordinaire. Et un fils de paysan devenait empereur. Bon, et là-dessus, ils ont été effectivement, c'est la révolte. Ils se sont dit, on est au bord de la révolte, là, et au bord de l'insurrection. Et donc, comme dans leur histoire, c'est une donnée assez importante. Bon, ça ne veut pas dire que... ils n'ont pas fait de conneries avant, on en a fait pas mal, c'est tout à fait exact, et vous avez raison, l'absence de réaction, ça a été quand même assez extraordinaire. Je viendrai avec un petit parti positif quand même, c'est que tout est une question d'acceptation de la population. Et c'est pas la première fois qu'on a voulu imposer l'identité numérique. Si vous regardez en 2010, par exemple, ils avaient déjà essayé à ce moment-là d'imposer la carte d'identité numérique, mais ça a été refusé et il y a eu un gros refus de la population. Et là récemment, Keir Starmer a dit non, mais on laisse tomber l'identité numérique. Digital ID. Ils vont réessayer avec les réseaux sociaux, mais ils vont réessayer. Et j'ai vu, je pense que c'était en 2004, les Pays-Bas, il y a eu la même chose. Il y a eu à ce moment-là des gens qui ont refusé parce qu'il y a des problèmes de database, de vie privée, de risque de hack. Donc je pense que c'est pas acté, c'est pas forcément terminé, mais par contre il faut qu'on en parle, parce que si on n'en parle pas, les médias le feront pas, ça c'est certain. Et je pense aussi, c'est aussi le drame dans la fin du pseudonymat ou de l'anonymat, si on vulgarise, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient parler et qui ne peuvent pas parce qu'ils sont dans une entreprise, parce qu'ils ont peur de représailles. Moi, j'étais bien placé pour le savoir. Parce qu'ils sont agents de la fonction publique. Parce qu'ils sont... voilà, exactement. Donc, il y a une autocensure qui est déjà très, très forte dans la société. Et elle ne fait que se renforcer puisque c'est un peu la grotte de Platon. On nous montre un monde terrible derrière ce rideau, et donc on fait confiance pour notre sécurité, on lâche encore un peu plus de liberté pour les enfants, bien sûr. Et j'arriverai juste aussi à placer, on parle de vie privée, bon c'est vrai que je comprends le côté, la vie privée c'est presque une bataille
ancienne, mais je parle souvent avec un ami qui lui est convaincu que tout ce qui est ces outils de technosurveillance, c'est pas forcément pour nous contrôler à la World Economic Forum, mais lui est convaincu que c'est plutôt l'angle financier. Simplement le fait de pouvoir vendre vos data. Quand vous regardez Persona, IoT, OneID, qui sont les apps principales de reconnaissance, de vérification d'âge, quand vous regardez, elles gardent vos données personnelles pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et bien sûr, elles sont à disposition en cas d'enquête, parce que c'est une obligation. Et donc ces outils-là, ce qui m'inquiète en fait avec l'interdiction des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils vont faire avec X ? Parce que si on prend soi-disant France Identité qui serait parfait et qui n'aurait aucun risque de hack, mais X a déjà en fait des outils de reconnaissance. Je ne sais plus si c'est Persona ou IoT. Alors, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de risque de hack. Je dis que le risque de hack ne va en rien changer du fait que tu vas l'utiliser pour prouver ta majorité. Le risque de hack, il est intrinsèque au fait que cette base existe. C'est juste le fait d'utiliser... ça ne changera rien. Le fait d'utiliser l'application est un risque en soi, mais le fait de l'utiliser pour X ne changera rien. Mais pour moi, l'utilisation en soi est un risque de toute façon. Non, mais pas de hack. Elle est liée à ton identité. Oui, mais pas de hack. Demain, un hacker peut pirater France Identité. Ouais. Et ça, c'est le problème. Oui, mais ça ne change rien, que tu l'utilises ou pas. Ça, c'est un bon exemple. Imagine quand si on te pique ton France Identité, tu perds ton portable, on te pique ton France Identité, on va se connecter sur les réseaux sociaux et on commence à... En Inde, il y a 1 milliard d'identités qui sont parties dans la nature. Ouais. Ils ont un système, pareil, de centralisation d'identité. Il y a 1 milliard d'identités qui sont parties dans la nature. Ça a été... Bon, allez, maintenant, des puces comme ça. Oui, voilà. On n'est pas loin. Ceux à qui c'est arrivé, le vol d'identité, c'est épouvantable. Hein. Oui, c'est un vrai problème. Ça va être encore plus... Et les gens ne s'en rendent pas compte tant que ça ne leur arrive pas. Mais on parle aussi, en fait, du risque de hack. Individuellement, les gens se disent « j'ai rien à cacher », mais les entreprises ont beaucoup à perdre s'ils se font hacker. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Mais ça arrive tous les jours. Hein. Chaque jour, on voit des fuites. Voilà. La France est le pays le plus vulnérable. Le plus phytogène du monde. Ah ouais, c'est très étonnant. Comme disait Malraux, un homme, c'est un vilain petit tas de secrets. Cette question de vie privée, pose celle de l'intimité, pose celle de la pudeur. Enfin, je veux dire, et ce que vous dites, c'est qu'en fait, ça devient des marchandises. Bien sûr. C'est une extension indéfinie de la marchandise. Et donc, tout ça... Après, il y a la question de la simulation, le rapport au réel. Est-ce qu'on vit vraiment ce qu'on vit ou est-ce que tout ça est déjà programmé oui, peut-être. Mais oui, mais on rentre dans une société où beaucoup de choses en matière de contrôle social au sens large, y compris le positif. La loi, c'est un projet de contrôle social, va basculer dans le code. Et vraiment, le bouleversement va être vraiment systémique. Ah oui. On vit sur une société qui est programmée par la loi depuis... Les Romains. Pour ce qui est de l'Occident. Et on va basculer demain dans... désormais Chinois aussi, puisque... Pour faire une réforme sociale, on va pouvoir coder cet assemblage euro-numérique, et puis demain tout un tas de trucs, et ça va avoir un impact sur la société. Positif ou négatif, le problème, il n'est pas du tout là. Est-ce que c'est pas lié aussi à la destruction d'emplois qui va venir avec l'IA ? Le fait de dire il y a tellement de gens qu'on va être obligé de payer avec un revenu minimum de survie, il va falloir les contrôler, ces gens-là, sinon ils vont faire n'importe quoi. Il va y avoir ça. C'est-à-dire qu'on se dirige effectivement, on le voit déjà dans l'informatique, vers un monde où, développeur informatique, je ne sais pas très bien quel est l'avenir de ce métier. Le temps est compté. Le temps est compté. Ça représente des millions d'emplois. Et ce n'est que le début. C'est les premiers, typiquement l'industrie de l'entertainment ne peut pas survivre à l'IA. Pas dans sa forme actuelle. L'effondrement des coûts, j'ai vu cet après-midi un Chinois qui a fait un truc du genre Star Wars, tout à fait convaincant, qu'on a fait 5 minutes, pour un prix qui se compte en quelques dizaines d'euros, et l'équivalent pour le faire en vrai avec l'industrie de l'entertainment classique se compterait déjà en quelques millions de dollars. Donc, un film Oui, un film. Donc short, là. Non, mais il pourrait faire 1h30, c'est une question de temps. Et ça lui coûterait quelques dizaines de milliers d'euros. Mais ça va arriver cette année. Donc le bouleversement au niveau de l'entertainment va être une bombe nucléaire. On va avoir des millions de propositions de gens qui auront les mêmes moyens que George Lucas, pas forcément le même talent, mais sur les millions où il y en aura, qui auront du talent. Et du coup, l'industrie d'Hollywood et l'industrie de l'entertainment en général,
s'effondrera comme l'industrie du développement informatique, qui d'ailleurs s'est effondrée en bourse la semaine dernière. Ou du consulting. Tu vois. Et du consulting, et de tout un tas de trucs, sans compter que dans une dizaine, quinzaine d'années, les fameux robots que nous vante Elon Musk pour l'an prochain seront d'ici 10-15 ans vraiment efficaces. Ouais. Donc ça touchera aussi les métiers manuels. On pourra se payer un salarié manuel pour 20 ou 30 000 balles. On aura un robot qui pourra aussi bien faire la vaisselle qu'aller sortir le chien, que tous ces trucs-là. Donc on s'achemine vers un chômage de masse comme on n'en a jamais imaginé dans l'histoire de l'humanité. La seule solution envisageable, c'est un revenu universel. On ne sait pas très bien d'où il sortira, mais c'est clair que le choc social sera d'une telle violence qu'il faudra une forme de contrôle. De toute façon, on ne fait plus d'enfants. L'hiver démographique, tout à fait, c'est terminé. C'est le pari des Japonais et des Coréens. Les Coréens du Sud sont à 0,6, 0,7, ce qui est mais ils sont au top en matière de robotique. Hein, oui, mais c'est peut-être. Et puis, ils achètent des poussettes pour mettre les chiens dedans. Non, mais je m'attends. Et demain, les robots pousseront les poussettes avec les chiens. Avec un de mes amis qui s'appelle Raymond Debord, qui n'est pas Guy Debord, mais Raymond Debord, qui a écrit vers un monde sans enfants. C'est quand on regarde effectivement concrètement les Chinois, et je reviens aux Chinois, ils font des efforts, revalorisent le mariage, essayent, ça marche pas. Hein, ils sont confrontés. Alors la bascule se fera en 2060. Mais la bascule italienne c'est fait. Hein. Donc c'est bien ce que je dis. On prépare une société sans humains. Oui, non, mais avec beaucoup moins d'humains. Ce que tu disais, oui, mais beaucoup moins les sociétés avec des pyramides inversées, des pyramides d'âge inversées, elles ne survivront pas. Comment elles vont faire? Je dirais avec de la robotique. Hier, j'ai fêté un anniversaire. Je disais juste, on prépare des sociétés, je pense, avec des humains moins capables de demander des comptes au gouvernement. On prépare des sociétés avec des humains qui sont intéressés par les écrans, le divertissement, par Netflix, dociles, de moins en moins intelligents aussi. Et pour moins à même de pouvoir contester ce qui est en train de se passer actuellement. C'est une ressource à gérer. Voilà, et par rapport à l'IA, il y a des dizaines de milliers d'emplois chaque mois, si vous regardez un petit peu, j'en fais pas mal de postes, il y a déjà Amazon qui a en fait viré pas mal d'emplois, vous avez UPS ou DHL, et en fait ils se cachent même plus. En Suède, on avait Klarna, le CEO de Klarna qui était passé à l'IA pour faire des chatbots pour le customer service, et qui disait que les big tech, en fait, les bros devraient en fait être un peu plus ouverts sur le fait qu'il y a énormément d'emplois qui sont actuellement. Et les premières victimes, c'est les jeunes qui n'auront pas droit aux réseaux sociaux, qui n'auront pas d'emploi. On les nudge à ne pas vouloir travailler, on leur dit que le travail c'est pas important, donc c'est parfait en fait. Et ils lisent même dans les manuels scolaires a priori que pour l'écologie, la première réponse, c'est de ne pas faire d'enfants. Voilà, donc ils disent eux-mêmes qu'ils sont illégitimes dans ce monde, qui sont le problème. Que bizarrement, cette génération, et justement les objectifs... Mais ils ne sont pas politiques, ils sont très peu, mais justement ça se perd, je disais. Le refus de l'enfant militant, c'est très minoritaire. Non, je pense que ce sont des mécanismes, c'est multifactoriel, on a du mal à expliquer, avec une particularité, nous sommes français autour de cette table. Oui. La transition démographique qui commence à la fin du 19e siècle avec la deuxième révolution industrielle et le progrès économique évidemment. En France, on l'a fait en 1760, la transition démographique. Très en avance de phase. Ouais. C'est incroyable. Et alors, on ne s'explique pas. Hein. Il y en a qui disent « Ah oui, c'est parce que les gens en avaient marre de la religion. » Mais non, c'est... Et là, quand on voit... Sachant que les autres l'ont fait un siècle plus tard. Je veux revenir sur les jeunes, parce que... Les Indiens, ils sont en train d'y passer. Enfin, je veux dire, non, il y a... Justement, les jeunes, là, cette génération, est-ce que ça va pas être la génération, justement, où il y aura un Spartacus qui va dire « Mais cramez-moi ces putains de machines !» Mais allez-y. Comme on n'est pas, peut-être. Qu'est-ce que tu veux cramer? Moi, je trouve pas que la période soit si... T'en as partout. De toute façon, il y a déjà des ludites qui s'amusent à ça, tu vois. Mais est-ce que ça déjà ce genre de truc? Oui, mais justement, mais à la marge. Mais là, cette génération, on leur dit, écoute, faut pas faire de gosses, tu sers à rien, t'es trop con, tu vas pas bosser, t'auras pas de boulot de toute façon, faut qu'on se mette en économie de guerre, faut que t'obéisses. Non, mais qui dit ça? C'est le projet. C'est ça, les copains
copains d'Epstein. Oui, ils sont, Non, mais, ils sont effectivement, juste c'est l'hyperclasse qui domine. On parle pas assez aussi des jeunes, ça c'est vrai. Et un petit mot, quand le président de la République dit vouloir interdire les réseaux sociaux et les jeux vidéo, les réseaux sociaux, parfois, c'est le moyen principal de sociabilisation des jeunes. Faut pas l'oublier. On parle pas des jeunes qui sont isolés, qui vivent pas forcément dans les grandes villes. On parle pas des jeunes handicapés, pour qui Internet est une fenêtre sur le monde, pour qui passent du temps aussi sur les jeux vidéo. Donc effectivement, on parle pas de voilà, les jeunes sont le grand absent du débat. On n'en parle jamais. Ils vont voter peut-être dans 3-4 ans pour interdiction de moins de 15 ans. Voilà. Ouais, mais ils sont très exclus déjà du débat. Et effectivement, il y a une culture qui se perd aussi voilà. Moi, pour parler de mes ados, ils sont très politisés. Ils parlent et ils ragent qu'on leur demande jamais leur avis et qu'on les prenne pour des idiots. Ouais. Je dirais que c'est difficile pour cette génération-là, parce que c'est la génération qui est née avec les réseaux sociaux, a appris très jeune à devoir modérer tout ce qu'elle dit. À partir du moment où tu dis quelque chose et tous tes amis de ta classe vont réagir sur ça, déjà qu'on était ostracisés quand on était petit, si on avait des lunettes ou je ne sais pas quoi, maintenant sur les réseaux sociaux, on ne peut pas faire un pas de côté parce que leur page de réseaux sociaux, c'est une sorte de page, comment on dit, curated, enfin ça se dit en français aussi, curaté. Moi ça me rappelle les skyblogs. C'est vieux. Oui, c'est ça. Ouais, mais pas tout le monde en avait en ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, si tu n'as pas de réseau social, si tu n'es pas sur Instagram ou Snapchat, tu es pratiquement isolé. Et oui, t'es obligé. Et alors moi, je reçois beaucoup de mails parfois sur un groupe a été créé avec Amor machin. Hop, les gamins sont convoqués, ils doivent s'expliquer. Alors qu'en fait, ça reste des blagues potages de gamins. Voilà, on l'a tous fait. Heureusement, nous, on n'avait pas les réseaux sociaux pour le coup, et ça se passait peut-être mieux. Tu peux parler. Oui, c'est vrai. Bon, il y a de la polarisation, il y a de l'hypersexualisation, il y a plein de choses qui sont mauvaises sur les réseaux sociaux, mais c'est une fausse bonne idée d'interdire les réseaux sociaux, parce qu'on enlève en fait tout l'aspect positif qu'il y a derrière, et à côté de ça, on flique tout le monde. Il y a les deux aspects, effectivement. Enfin, on a commencé avec la lutte des classes, notre mission, puisqu'on a parlé de cette volonté de nous censurer. Nous les gueux. Un pouvoir qui est en place. La gueusaille. Mais effectivement, on a dérivé vers l'avenir de ces sociétés. Je pense que le problème de ceux qui ont le pouvoir est le premier problème, qui est quand même... c'est parce qu'effectivement, il y a toute cette évolution, cette accélération... Pour nous amener, il n'a pas utilisé le mot, mais Epelboin, c'est quelqu'un qui parle de singularité. C'est-à-dire que, hop, on va aller... Curveil on n'en est pas là. Sort de ce corps. On n'en est pas là et on ne sait pas du tout si c'est pendant 5 ans, 10 ans ou jamais. C'est une accélération, alors, privilège de l'âge, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns. Et pour terminer sur la singularité, tous les grands pontes, que ce soit OpenAI, Anthropic et compagnie, qui, il y a encore 1 an ou 2... lever des centaines de milliards pour aller vers vers l'intelligence artificielle générale, aujourd'hui, ont complètement rétrogradé leur discours et expliquent qu'on va rester au LLM, c'est-à-dire le chat GPT qu'on connaît aujourd'hui, pendant encore un bout de temps et que c'est pas pour demain. Et au contraire, on va faire de la spécialisation. Et on va faire la spécialisation parce qu'il s'agirait de l'IA, c'est toute la robotique, tout un tas de choses. C'est pas la singularité, ça. Oui, la singularité, c'est vraiment l'IA qui prend conscience d'elle-même. Non, je parle d'une société qui évolue à une vitesse extraordinaire. Moi, je suis au spectacle depuis 76 ans. Je vois ça. Et là, on rentre dans une phase depuis une dizaine d'années d'accélération. Alors, comme en plus, moi, je suis avocat honoraire, donc observateur. Je m'agite beaucoup, j'écris, je fais des émissions, etc. Mais pour autant, je suis un observateur. Et c'est une accélération qui est vertigineuse. Ça, c'est un terme particulièrement utilisé par Conspiracy Watch. C'est vertigineux. Si on commence à faire la chasse aux adjectifs, non. Il existe un algorithme qui viendrait le repérer. Là, non, mais je dis juste bravo, un point de plus, 10 € de plus sur la carte crédit de Régis de Castelnau qui a utilisé un terme officiel, vertigineux. Alors, je ne savais pas que c'était officiel. C'est assez officiel, c'est vertigineux, souvent. C'est effectivement vertigineux. On pourrait en parler pendant des heures, mais on va mettre un terme à cette table ronde. Déjà, on en parlera prochainement aussi. Est-ce qu'il y a quand même quelques mots d'optimisme
Est-ce que on peut utiliser l'IA pour faire des choses très très positives. Hein. Il y a plein de choses à inventer avec l'IA en matière de traitement de l'information, d'accès à l'information, de santé. Il y a plein de choses à inventer avec l'IA qui sont très 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 positives. Tout l'aspect dark qu'on aime à développer dans l'espace public a aussi un versant très positif. Il y a 1000 choses. Là, dans le développement informatique, qui est un sujet dans lequel on patauge tous les deux, le bouleversement est là. On peut aujourd'hui faire 15 jours de travail en quelques heures de prompt, avec une qualité qui est bluffante. Il ne faut pas faire le con avec la cybersécurité, il y a des c'est pas si simple que ça, mais malgré tout, on a multiplié par parfois 50 ou 100 la capacité d'un être humain à développer du code pour créer un produit. Donc ça va donner lieu à une explosion de propositions d'usage diverses et variées, d'entreprises et d'individus qui jusqu'ici n'auraient pas eu les moyens parce qu'il aurait fallu lever 1 million pour faire un truc, alors que là, il suffit avec une bande de potes de bosser un peu pendant une semaine et on a ce qu'on avait il y a encore quelques années en levant 1 million et en travaillant d'arrache-pied pendant 1 an ou 2. C'est vraiment ça le niveau d'accélération dans le monde de l'informatique. Donc ça ouvre un champ des possibles qui est absolument incroyable, qui est un peu la continuité du monde des startups où tout d'un coup, en levant juste 1 million, on faisait la même chose qu'une multinationale qui avait des milliards. On est passé encore sur un bond quantique qui fait qu'aujourd'hui, une bande de potes qui fait du script, c'est ce que je fais, j'imagine que c'est ce que tu fais aussi. Entre le moment où tu dis ça serait une IA, il y a une idée incroyable, donc on pourrait faire ci et ça. Tu peux prototyper très très vite. Tu prototypes très vite. Cuillère à peau. Justement, tu sacrifies un peu les jeunes, parce que parfois je me pose exactement la question. J'ai des agents IA. Chaque agent, c'est à peu près 200 € par mois, versus 2000 € pour payer un jeune avec les charges, et puis on n'est pas sûr qu'ils viennent, on n'est pas voilà. C'est donc effectivement, ton agent bosse 24 sur 24. Il bosse 24 sur 24, tu peux l'engueuler, il n'y a pas de syndicat, etc., etc. Effectivement, tu peux développer beaucoup plus vite. Après, c'est pourquoi tu le fais. Ça, c'est parce qu'il faut quand même des gens qui utilisent les applications derrière. Mais effectivement, moi, je dis souvent que les startups, c'est pour les gens qui ont fait les belles écoles, voilà. Et puis les autres, c'est les pizzas dans les banlieues, quoi. Donc ça va démocratiser l'IA, permet à n'importe qui, effectivement, de créer une app, de créer un site. Tu as quand même intérêt à savoir ce que tu fais. Ouais, mais comme sur le discours. Par exemple, moi, sur Twitter, il y a des personnes qui me répondent, et il y a tout de suite d'autres haters qui répondent en disant oui, tu l'as écrit avec l'IA. Mais tant mieux. Tant mieux d'écrire avec l'IA, si ça permet de structurer la pensée, si ça permet de bien mettre les objectifs, ça permet d'être lu et compris. Il y a un déclin cognitif énorme, mais il faut utilise mal l'IA. Bien sûr, mais comme chaque outil, tu as un couteau, tu peux mal l'utiliser aussi. Quel est l'impact cognitif de l'IA? On n'en sait rien. On manque fondamentalement de recul. Ça arrive depuis 3 ans et demi. Tu commences déjà à avoir des études qui montrent que les gens ont des automatismes avec l'IA et ils commencent à ne plus lire. Mais moi, le premier, je ne lis plus de livres. Ça fait 3 ans que je n'ai pas lu un bouquin. C'est typiquement. Non, mais y compris des trucs. La plupart du temps, je lisais de toute façon des trucs chiants. Il faut être honnête. J'avais laissé tomber la littérature depuis un bout de temps. C'est mal, mais je lisais essentiellement des livres qui étaient là pour informer ou typiquement des rapports de commission d'enquête parlementaire. Le truc le plus résumé en IA. Voilà, c'est besoin de le lire. Tu balances dans une IA. Tu prends les rapports de la Commission européenne, c'est pratique. Exactement. Moi, je balance tous les PDF dans l'IA. Typiquement, ce genre de truc qui est profondément les 400 pages à lire, ou des trucs juridiques. Excuse-moi, mais c'est pour les gens qui ne sont pas du droit, c'est profondément chiant à lire. Sur ce qu'est devenu le droit, en plus. Toujours est-il qu'aujourd'hui, tu balances ça à une IA, ça te l'explique, tu peux interroger, relancer, l'exporter sous la forme d'un podcast, d'un slideshow, d'un machin. Et ta capacité à prendre connaissance de nouvelles informations explose. C'est phénoménal. C'est vrai, mais la balance de ça, c'est qu'on crée une société de gens qui savent juste aller faire du cherry picking, aller chercher une information et ne comprennent plus forcément l'idée d'une œuvre entière. Je pense que c'est un bon texte. On va exclure la littérature de la discussion. C'est complètement autre chose, la littérature. Ou la non-fiction, on n'a pas besoin que ce soit de la littérature. Quelque chose qui a la prétention d'être une œuvre. Je parle vraiment de corpus de textes qui sont là pour t'informer. Tu vois, un rapport de commission parlementaire. Ça n'a aucune vocation littéraire. Les phrases sont de toute façon volontairement alambiquées parce que c'est un style. C'est chiant à lire. Il y en a pour 350 pages. Et
tu le lis à minimum en diagonale parce que l'un des rédacteurs, c'est quelqu'un que tu connais, qui te l'a envoyé en te demandant ton avis. Donc voilà, tu le lis. Aujourd'hui, pour ce genre de texte, je comprendrais, mais par exemple pour moi, un je essai lis philosophique. Ah non, mais là-dessus, là-dessus, sur une œuvre, comme tu disais, tu peux pas, il n'y a pas de sensibilité. Ne serait-ce que c'est faire insulte à l'auteur mais objectivement, à titre personnel, 95% de ce que je dis n'est pas du tout de cet ordre-là. C'est des trucs qui n'ont aucun intérêt littéraire. Et moi, l'IA m'a apporté une capacité à prendre connaissance d'informations de ce type-là, décuplée de façon incroyable. Mais j'ai 55 ans et j'ai appris à faire autrement. Voilà. Je ne sais pas du tout l'impact que ça va avoir sur exactement les sur les jeunes, c'est différent. Ouais. C'est ça. J'en sais rien. On va voir. De toute façon, on n'a pas le choix, on va voir. On va voir. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Ouais, Régis, on va clore parce que ce débat était entièrement généré par IA. Je dois dire que ces agents IA. Nous sommes nous-mêmes en attendant la singularité que Fabrice nous a promis. J'ai ajouté juste un petit truc positif sur la vérification d'âge, juste pour revenir sur le sujet original. Il y a une chose positive quand même, c'est que les gens ne sont pas tombés dans le panneau. Je pense qu'ils espéraient peut-être faire passer la vérification d'âge et les outils de scan, de carte d'identité ou de scan facial tranquillement, comme ça au milieu de l'actualité, entre deux explosions et quelle telle guerre. Mais les gens ont quand même réagi et je pense qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ça, ça fait réagir. Voilà, ça ne changera malheureusement pas grand-chose, mais c'est vrai que ça fait réagir. Et grâce à ça, on commence à en parler dans les médias mainstream. Oui, et ça c'est grâce à vous tous collectivement. Donc je vous remercie. Moi, je voudrais faire une dernière petite observation. On a beaucoup parlé de façon auto-centrée. Là, on a parlé de l'Occident et de l'Occident européen. Il se passe pas mal de choses dans le monde, et puis il y a des parties du monde qui sont loin d'être arrivées à la société de moyenne aisance, qui était l'objectif des Chinois. Donc on est quand même dans une évolution particulière avec des contradictions. Alors, quant au contrôle de l'âge, c'est un pur hasard, mais hier j'avais une fête d'anniversaire. Je pense que les deux personnes qui étaient présentes ne vont pas avoir de soucis pour faire reconnaître leur âge. Il y avait ma belle-mère qui avait 100 ans et sa sœur 97. Ce qui était... j'ai réalisé, je me suis dit, mais bon sang de bonsoir. Alors la famille, c'était des costauds quand même. Et donc elles discutaient entre elles, j'ai écouté. Et 100 ans, ça fait beaucoup. Et alors, elles se racontaient leurs histoires. La mémoire immédiate est moins performante. La mémoire ancienne est intacte. Et tu comprends, on nous demande de détester les Russes, mais c'est les Russes. Moi, je ne suis pas d'accord parce que on nous demande d'être gentils avec les Allemands. Après ce qu'ils nous ont fait, les Boches. C'est sûr qu'à 100 ans, c'est... Je me suis dit... non, mais c'était magnifique, quoi. Ils étaient toutes les deux dans leur coin. C'était après ce qu'ils nous ont fait, les Boches. Elles habitaient en Normandie. 100 ans, forcément. 100 ans, mais c'est ça, c'est les strates, tu vois. Mais c'est... 100 ans, t'es né dans les années 30, même pas, et t'es né au lendemain de 14-18, et tu t'es pris la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est sûr que les Boches... Et on va demander à oui, mais au-delà de ça, c'était effectivement l'accélération, moi, je me suis dit, mais bonsoir. Quoi. C'est vrai. Et donc, ce seraient ces grands-mères de 100 ans qui vont devoir sortir leur webcam et leur carte d'identité pour faire la reconnaissance d'âge. Enfin, en fait, on va aussi exclure les personnes âgées. Elles sont encore ouvertes sur le monde, c'est impressionnant. Et ça, c'est l'information très sensible aux questions d'écologie. C'est curieux. C'est pas anormal, d'ailleurs. Bah non. D'ailleurs, vu tout ce qui se passe, apprenez à faire pousser des légumes. C'est peut-être la meilleure chose que vous pourrez faire. Merci Survivalisme. Pas du tout. Non. Je parle de faire un potager. C'est rien de pire. Sans topinambour. Sans topinambour, bien sûr, parce que là, ce serait peut-être le mot interdit. Catégorisé. Grâce à Fabrice Epelbois. Je vais militer pour ça. Je vais militer pour une loi qui interdise l'usage du mot topinambour. Allez, c'est parti. Hashtag no topinambour. Et puis, ça permettra d'expliquer comment on va sanctionner avec de l'algorithmie les contrevenants. Merci beaucoup, madame, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci de l'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous mettez un pouce, vous vous abonnez à la chaîne du Monde Moderne, vous partagez un maximum, et puis vous essayez de vous renseigner aussi sur cette loi, ce qui arrive. Il y aura des liens en description, et puis on continuera d'en parler sur les différents réseaux tant qu'il y en a. Voilà, allez, à bientôt.